Réélu avec plus de 73% des suffrages, Félix Tshisekedi entame un nouveau et dernier mandat à la tête de la RDC. Ce second mandat lui permet d'asseoir une légitimité que lui a contestée l'opposition au lendemain de la présidentielle de 2019. Pour les 5 prochaines années, 3 défis majeurs seront à relever: l'amélioration des conditions de vie des Congolais, la pacification à l'Est et la lutte contre la corruption. Bob Kabamba, bonjour. Bonjour madame. Belle et heureuse année. Merci, à vous autant. Quelles leçons tirez-vous de cette élection, de ces élections générales en RDC et en particulier de la présidentielle? Et donc, il y a quand même plusieurs leçons à tirer par rapport, d'abord, dans un premier temps, par rapport à l'organisation de ce scrutin. C'est que c'est un scrutin qui a commencé dans des conditions un peu difficiles et qui s'est mis en route de manière, entre guillemets, progressive, mais avec beaucoup d'entraves, avec beaucoup de problèmes, notamment des problèmes liés à la sécurité, des problèmes liés à la logistique, des problèmes liés au marché public qui devait être lancé. Et donc, et il y a aussi un autre problème qui était un problème d'opacité. C'est qu'on ne savait pas très bien où allait cette administration électorale et on n'avait pas le détail, par exemple, du budget pour savoir comment est-ce que ce budget est mis en œuvre, comment ce budget est exécuté. Et donc, il y a eu tellement d'opacité et qu'il y a eu tellement, entre guillemets, d'entraves qui faisaient douter même de la faisabilité dans des conditions honorables du processus. Et alors, le processus a pu être organisé dans les conditions que nous tous on a suivies sur place. Et donc tout ça a quand même eu un impact sur la crédibilité du processus. Et cela a été relevé par les missions d'observation et aussi par l'Église catholique et l'Église protestante. Et les résultats qui en ont découlé, 73% pour le président Tshisekedi, malheureusement, si dans toutes conditions normales, on aurait dit que c'était une très très bonne élection et qu'il allait donner une légitimité au président Tshisekedi. Malheureusement, les conditions d'organisation de ce dont je vais parler constituent une espèce de tâche par rapport à cette victoire de Félix Tshisekedi. C'est le 4e cycle électoral depuis 2006 et la CENI est toujours confrontée aux mêmes défis financiers et logistiques. Les critiques de l'opposition sont donc pertinentes. Les critiques de l'opposition sont pertinentes et autre chose encore un peu plus grave, c'est qu'au lieu que le scrutin puisse avoir lieu un seul jour, comme cela est stipulé Ça a duré 3 jours. Ça a duré plus que 3 jours, parce qu'il y a eu même des circonscriptions, des endroits où on a voté, par exemple le 25, le jour de Noël, et même après le 25, les gens continuaient toujours à voter. Et au moment où on publiait déjà les tendances à Kinshasa, mais les gens continuaient encore à voter. Et donc, on veut dire qu'il y a toujours eu des problèmes, mais cette fois-ci, ces problèmes ont été beaucoup plus graves que pour les cycles passés. Il faut aussi avouer que pour les cycles passés, il y a eu quand même des appuis qui sont venus de l'extérieur pour aider, par exemple, au déploiement, et ce qui n'a pas été le cas ici dans le cas présent, même si on a vu quelques exemples avec l'Égypte qui a pu apporter un appui, mais à la dernière minute. Et dans le cadre de déploiement d'un matériel électoral, ça se fait toujours préalablement, bien en avant, et pas le jour de vote, et d'où le chaos qu'on a pu observer le 20 décembre 2023. Bob Kabamba, c'est la première fois que la diaspora congolaise, qui est importante, notamment en Belgique, était appelée à voter. Quelle incidence a eu cette participation ? Alors, quand on regarde les nombres d'enrôlés, c'est-à-dire l'identification des électeurs de la diaspora, on se rend bien compte que c'est un nombre assez insignifiant par rapport au nombre global de l'estimation de cette diaspora à l'extérieur du pays. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la CENI, elle avait sélectionné 5 pays de manière, on va dire, aléatoire, mais aussi qui étaient liés par des questions d'identification. C'est parce que la plus grande partie de la diaspora congolaise n'est pas dans les 5 pays, mais elle est dans les pays tout autour du Congo, notamment Congo-Brazzaville, Angola, Zambie, Tanzanie, etc. Et donc, en sélectionnant les 5 pays, et lorsque l'on a fait l'enrôlement, donc ça veut dire l'identification de ces électeurs de la diaspora, on est arrivé à un chiffre de 13 000 électeurs par rapport au potentiel, par rapport aux 44 millions d'électeurs au Congo. Et donc, c'est pratiquement insignifiant. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Et que faut-il penser des scores enregistrés par Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Mukwege? Il y a beaucoup à dire, parce que tout simplement, lorsqu'on regarde un petit peu l'architecture, comment le processus a été organisé, la CENI elle-même, elle reconnaît qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, elle reconnaît elle-même qu'il y a eu des machines à voter, c'est-à-dire des isoloirs qui ont été entre les mains de certaines personnes de manière privée, et alors elle-même, elle reconnaît qu'il y a eu entre 11 000
et 13 000 machines qui n'ont pas été identifiées. Quand on dit 11 000 et 13 000 machines, ça fait plus ou moins 7 millions d'électeurs dont on n'a pas la trace et qui ont pu quand même participer au vote. Et donc cela peut s'expliquer aussi par le fait que ces 7 000 machines n'ont pas été aux endroits où ça devait être déployé, notamment dans les fiefs de Martin Fayoulou, dans le Bandundu, dans l'ancienne province de Bandundu, où il y a beaucoup d'insécurité, et le fait que beaucoup donc, des partisans de Fayoulou n'ont pas été votés. Et par ailleurs aussi, Fayoulou a aussi un ancrage à l'Est, lié aussi à son discours par rapport à l'occupation, par rapport à la guerre. Or, de ce côté-là aussi, il y a quand même beaucoup d'endroits où il n'y a pas eu de vote. Et alors, ce fait peut justifier, peut essayer d'expliquer le fait que ces scores-là ne sont pas élevés. Et aussi, ce qu'il faut le reconnaître aussi, c'est qu'au fur et à mesure que le processus était en train d'être fait, on a remarqué clairement qu'il y a par moments des résultats qui posent question, notamment on a des bureaux de vote où le président Félix Tshisekedi a 100% de voix et que tous les autres candidats ont 0% de voix, ont 0 voix. Et ce qui est assez, allez, pas normal. Alors, pas normal, mais lorsque l'on regarde maintenant dans l'ensemble, et c'est ça qui peut aussi justifier, d'une part, ce score très très faible, non seulement de Fayoulou, mais aussi de Moïse Katumbi, et encore beaucoup plus faible de Denis Mukwege. Cette victoire confère malgré tout une légitimité à Félix Tshisekedi, une légitimité que lui a longtemps contestée l'opposition, surtout au lendemain de la présidentielle de 2019. Le fils d'Étienne Tshisekedi, opposant historique, s'est donc fait un prénom, mais que représente aujourd'hui l'UDPS sur l'échiquier national? Alors, on va attendre de pouvoir avoir les résultats des élections législatives pour pouvoir véritablement voir l'impact de l'UDPS sur l'échelle nationale. Mais si on tient compte des anciens résultats, donc en 2011 et en 2018, on a toujours eu que l'UDPS est toujours fort dans la région centre, c'est-à-dire dans la région d'où est originaire le président Félix Tshisekedi. Cette fois-ci, on va voir si l'UDPS va avoir des élus au-delà de la sphère historique, au-delà donc de leur bastion normal. Donc on va attendre pour essayer de voir, parce qu'on n'a pas encore ces résultats-là. Mais est-il quand même que l'UDPS était parmi les partis politiques qui ont présenté le plus de candidats sur l'étendue de la République, avec d'autres formations politiques comme celle de Bahati Lukwebo, celle de Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, et même Ensemble de Moïse, et aussi la structure qui accompagnait par exemple Denis Mukwege, ont pu quand même avoir aussi beaucoup de candidats sur l'étendue de la République. Et ça sera un signe pour nous montrer véritablement quel est le poids de chacun dans cet environnement. En 2019, Félix Tshisekedi avait pour allié Joseph Kabila, puis l'Union sacrée a volé en éclats. Qui sont aujourd'hui ses alliés pour gouverner? Alors, il a quand même pu rassembler beaucoup d'alliés qui étaient aussi, dans un premier temps, des alliés de Kabila et qui ont quitté Kabila pour aller rejoindre Félix Tshisekedi dans ce qu'il appelait l'Union sacrée de la nation. Notamment, on a Vital Kamerhe qui a travaillé longtemps avec Kabila et puis après qui est allé dans l'opposition. On a Bahati Lukwebo qui a aussi travaillé avec Kabila mais qui est allé aussi rejoindre Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba qui a toujours été dans l'opposition, qui a aussi rejoint. Donc, il a pu réunir quand même plusieurs personnalités qui ont quand même des ancrages, on va dire, des ancrages régionaux. Et ces ancrages régionaux qui vont être pour lui un élément important pour arriver à asseoir sa légitimité. Mais ce qu'il y a aussi, encore un bémol, c'est que le fait que les résultats sont contestés, et si ces résultats sont contestés, on regarde plus ou moins qui conteste ces résultats. Alors, en regardant l'échiquier politique, on a bien sûr l'opposition, toute l'opposition réunie avec Katumbi, avec Denis Mukwege, avec Fayoulou, qui contestent ces résultats et qui appellent à l'annulation donc de ce scrutin et de la réorganisation d'un nouveau scrutin. De l'autre côté, mais la Cour constitutionnelle a tranché. La Cour constitutionnelle a tranché. Alors si la Cour constitutionnelle a tranché, donc on va voir un peu ce que cette opposition va dire, mais il y a aussi d'autres oppositions. On a une opposition qui est menée par Corneille Nangaa, et c'est une opposition politico-militaire comme il le définit lui-même. Mais son objectif, comme il le dit, n'est pas de dire on va réorganiser les élections, mais son objectif est de chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. De l'autre côté aussi, il y a encore Joseph Kabila, dont on parle moins, mais qui continue quand même à représenter quelque chose sur l'espace politique congolais. Il a encore un poids politique et une capacité de
de peser sur le jeu politique? Il a dirigé pendant 18 ans, il a dirigé quand même le Congo pendant 18 ans, il a contrôlé l'essentiel des appareils, que ce soit sécuritaire, politique et même financier. Et donc, de par sa stature, il peut encore jouer un rôle important. Toute la structure militaire quand même, c'est Kabila qui l'a mise en place et que si il décidait de pouvoir, entre guillemets, contester, puisqu'il l'a dit qu'il ne reconnaît pas ces élections. S'il ne reconnaît pas ces élections, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas non plus la légitimité de Félix Tshisekedi par rapport à ces élections. Et donc la coalition Kabila, la coalition Nanga et peut-être aussi la coalition politique peut être véritablement un point important par rapport à la gouvernance future et qui ne pourra pas nécessairement faciliter la tâche à Félix Tshisekedi pour son dernier mandat et avec des enjeux, comme vous les avez soulignés, la question sécuritaire, et cette question sécuritaire est fondamentale. La coalition menée par le colonel Nanga continue d'avancer sur le terrain et les conditions sociales continuent de se détériorer. Alors, il y a aussi un élément important qu'il faut mettre en exergue, c'est justement, vous savez que l'économie mondiale est en train d'aller vers une transition écologique, et cette transition écologique, il y a une dimension importante qui concerne les matières premières indispensables à cette transformation. Et nous savons très bien qu'il y a quand même deux pôles qui sont importants, le pôle américain et le pôle chinois, qui se disputent par rapport au leadership de cette transition. Et dans ce combat, si je peux m'exprimer ainsi, la Chine a une longueur d'avance par rapport aux Américains. Et est-ce que maintenant la Chine qui est très présente en RDC? Très présente en RDC, c'est 90% de la production minière du Congo, elle est chinoise. Et donc cette situation fait pencher quand même la balance du côté chinois et les Américains, vous vous en doutez, ne pourront pas se laisser faire que les choses soient aussi simples. Et donc il y a quand même cet enjeu-là sur lequel le Congo sera attendu par rapport aux réponses qui seront données, liées aussi à la corruption, parce que nous savons tous que la corruption est liée à la production minière depuis des décennies. Et chaque fois qu'on parle de corruption, il y a toujours les aspects de l'exploitation minière qui sous-entendent cette pratique de corruption. Lui-même, Félix Tshisekedi a dit que beaucoup de choses restaient à faire. Aura-t-il les moyens de sa politique? Je crains fort que ça va être assez limité, puisque le contexte international est tel qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants qui mobilisent toute la communauté internationale, l'Ukraine, Gaza et d'autres endroits encore, ou sur lesquels, en mer de Chine par exemple, et cette rivalité qui est grandissante entre d'une part la Chine et les États-Unis, et d'autre part la montée en puissance des BRICS va faire en sorte que les principales ressources dont le Congo a besoin pour pouvoir arriver à asseoir et à améliorer les conditions de vie des Congolais ne seront pas là. Et donc, on peut s'attendre à ce que les derniers mandats de Tshisekedi risquent d'être véritablement un mandat difficile et pour lequel les Congolais, malheureusement, risqueront de ne pas avoir un mieux-être de leur situation sociale et économique. Bob Kabamba, je vous remercie. Merci, madame.